Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi investir dans la crypto-monnaie. Donc je vais donner mes raisons principales, celles que j'ai pu trouver en préparant cette vidéo. Bien évidemment ça ne sera pas exhaustif, il en existe sûrement plein d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à me les donner en commentaire si j'en ai oublié. Et on partira des plus évidentes, hein, bien sûr, on parlera d'argent, des possibilités qu'il y a là-dedans. Et en allant petit à petit vers des raisons peut-être moins évidentes. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez les découvrir vous aussi. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Bien évidemment, on va commencer par parler d'argent, les opportunités de gagner de l'argent avec la crypto-monnaie. Donc, si c'est pour cela que la plupart des gens s'y intéressent, nous aussi sur cette chaîne, donc il faut être honnête par rapport à ça. Ça a créé beaucoup de millionnaires, il y a des possibilités énormes. Il faut quand même pas faire n'importe quoi, il faut gérer son risque, pas faire du all-in. Il y a encore trop de débutants qui rentrent d'un coup d'un seul, sur un coup de tête, sans avoir fait les recherches. Donc, faire attention par rapport à ça. Il va falloir aussi développer son esprit critique. C'est pas parce qu'on a entendu un pote dire que c'était une arnaque ou une pyramide de Ponzi ou que certains investisseurs très influents ont dit que ça valait rien, ça reposait sur rien, qu'il faut forcément y croire. Je pense notamment, et sans avoir la prétention de donner d'aussi bons conseils, d'être aussi expérimenté, à Warren Buffett, donc il y a très longtemps dit que Apple, ça l'intéressait pas, et au final, quand Berkshire Hathaway a décidé d'investir là-dessus, ça a été l'investissement le plus rentable toute sa carrière, en ayant pendant plusieurs dizaines d'années pas voulu investir là-dessus. Je pense aussi à Peter Schiff, hein, donc fervent opposant pour le coup au Bitcoin et aux crypto-monnaies, qui de par son fils a été exposé à cette technologie, je pense au début des années 2010, et qui année après année raconte que ça repose sur rien, que ça va s'effondrer, et qui a regardé un petit peu le train passer sans pour autant y monter. Et tout ça pour dire, vous n'êtes pas obligé non plus d'être un fervent défenseur pour pouvoir faire de l'argent. On n'est pas obligé d'être un Bitcoin maxi, de dire je vais holder mon bag sur 10, 20 ans. Il y a peut-être un entre-deux à voir entre j'investis pas du tout parce que c'est une pyramide de Ponzi, ça rapporte sur rien, les classiques, hein, et je vais holder indéfiniment sans jamais rien vendre. Et il y a peut-être quelque chose de plus pragmatique au milieu en se disant bon, on sait pas trop ce que ça fera, mais il y a des opportunités à prendre, donc on va quand même s'y intéresser pour voir s'il y a des choses à faire intéressantes. Et justement, dans ces opportunités de gagner de l'argent, il n'y a pas que acheter et attendre que le prix monte. On va avoir la DeFi, donc faire des revenus réguliers. On va avoir tout ce qui va être SocialFi, GameFi, donc des possibilités de monétiser des pans de l'économie qui n'étaient pas forcément encore aujourd'hui. On va avoir aussi de l'argent gratuit dont on a parlé dans une autre vidéo, les airdrops, les free mint. Donc tout ça, c'est des opportunités, des possibilités qui sont très récentes et c'est des faits avérés. Après, il y a d'autres arguments au niveau de l'argent qui sont peut-être un peu plus biaisés, sujet à discussion, mais je vais vous le donner quand même. Donc par exemple, il y a aussi se protéger de l'inflation grâce à la rentabilité. Là encore, il y a beaucoup de discussions à ce niveau-là. C'est pas en faisant n'importe quoi, en rentrant sur les plus hauts, en vendant au plus bas, vous allez vous protéger de l'inflation. Mais si on regarde sur le long terme et en ayant eu une approche pragmatique de l'investissement, le Bitcoin, il a conservé et augmenté le pouvoir d'achat. Donc, si on avait la paire Bitcoin maison, Bitcoin essence, Bitcoin nourriture, on aurait augmenté notre pouvoir d'achat sur plusieurs années. Alors que les mêmes paires euro maison, euro essence et euro nourriture, là par contre, on a clairement perdu du pouvoir d'achat. Et c'est pas prêt de s'arrêter avec l'inflation qui malheureusement continue d'atteindre de nouveaux sommets. Ensuite, il faut aussi penser qu'il y a l'argent des institutionnels qui arrive, hein. Donc, on a vu des moves sur le BTC, donc des grosses entreprises privées qui ont acheté pour des milliards de BTC. On a vu Facebook qui s'est renommé Meta, qui essaie de rentrer dans le Web3 un petit peu. Bon, ça n'a pas forcément trop marché pour eux, mais on voit ces grosses entreprises aussi du Web 2 traditionnel qui rentrent sur le Web 3, le métaverse, donc il y a aussi pas mal d'argent qui attend de se déverser de ce côté-là, et tout ça pour dire que les opportunités existent et continueront d'exister, mais plus il y aura d'argent institutionnel qui arrivera dans ce milieu-là, et plus les volatilités seront réduites et il y aura peut-être moins d'opportunités ou dans de moindres proportions que ce qui existe aujourd'hui. Et enfin, dernier point que je voulais aborder dans la partie argent, donc c'est un point que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai découvert dans une interview que j'ai écoutée il y a pas longtemps, c'est le transfert de richesse qui se fera entre générations, c'est-à-dire entre grands-parents, parents et enfants, et notamment du fait de la génération la plus jeune actuellement, donc qui est née avec Internet, qui est née avec les skins, Instagram, les réseaux sociaux, donc ils comprennent instinctivement la valeur que peut avoir un token, un cryptoactif, quelque chose qui n'est pas forcément le cas pour les générations plus âgées.
Et quand ils recevront cet argent, on peut se demander dans quoi ils investiront. Est-ce qu'ils choisiront d'investir dans des actions des grosses banques françaises traditionnelles, ou est-ce qu'ils se tourneront plutôt vers quelque chose qu'ils connaissent déjà beaucoup plus, qui va être l'économie du numérique et la monétisation dans ce sens-là. Il y a aussi la réforme des retraites qui arrive, et toute cette génération qui se dira peut-être qu'il va falloir investir ou trouver des moyens de gagner de l'argent. Là encore, vers quel type d'actifs ils vont se tourner? Est-ce que ça va être les obligations d'État à 10 ans, les actions des grosses banques françaises traditionnelles qui sont par ailleurs totalement anti-crypto, ou est-ce que ça sera dirigé vers plutôt une nouvelle classe d'actifs telle que la crypto-monnaie? Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur le sujet. Donc maintenant qu'on a parlé d'argent, il y a quand même d'autres raisons d'investir dans la crypto-monnaie qui passent certes au second plan, mais ils sont quand même pas moins importantes, tout du moins pour ma part. Et donc c'est vrai que la blockchain, c'est pas que la crypto-monnaie, ça va être aussi les smart contracts, la tokenisation d'actifs. Et il y a toute une série de cas d'usage qui a pas forcément attrait à l'argent. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne prennent pas assez conscience de l'importance de tout ce qu'on va voir maintenant. Et ça me fait penser un petit peu dans tous les gens qui disent que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de cas d'usage, c'est que de la spéculation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et ça me fait penser un petit peu ces personnes-là. Vous pouvez aller voir sur, par exemple, les vidéos des années fin 80, plutôt début des années 90, ce que pensaient les gens dans la rue d'Internet et du téléphone mobile. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore toutes les applications qu'on connaît aujourd'hui. Et les personnes disaient, mais ça servira à rien. Si je veux envoyer un mail, ça sert à quoi? J'ai déjà ma lettre en papier. Si je veux téléphoner, j'ai mon fixe à la maison. Donc, à mon avis, Internet et les portables, c'est pas quelque chose qui a de l'avenir. Et on se rend compte à quel point ils se sont trompés actuellement. Et c'est un peu le même cas avec les crypto-monnaies. C'est une technologie nouvelle. Il y a plein de cas d'usage qui sont pas encore inventés. À chaque cycle, on a des nouvelles applications. La GameFi, il y a 6 ans, ça n'existait pas. Maintenant, c'est quelque chose. La DeFi, c'est pareil. Les smart contracts, tout ce qui est tokenisation d'actifs, il y a plein de schémas narratifs qui vont être poussés par ces innovations, mais aussi des cas d'usage qui existent d'ores et déjà et un grand nombre de personnes utilisent. Par exemple, le fait de pouvoir envoyer à l'autre bout du monde en très peu de temps des grosses sommes d'argent sans intermédiaire, sans avoir des frais exorbitants, parce qu'il faut savoir que bon, il y a plein de cas d'usage pour les gens qui sont situés plutôt en Europe, en France notamment, qui sont très bancarisés. Nous, ça nous paraît, bon, on n'a pas forcément besoin d'envoyer de l'argent en Amérique du Sud ou dans certains pays d'Afrique. Il y a une grosse diaspora de ces pays-là qui s'est peut-être déplacée pour des thèmes économiques, pour essayer de gagner un peu plus d'argent dans d'autres pays que ceux où ils sont nés. Et pour envoyer de l'argent dans ces pays-là, il faut passer par des intermédiaires bancaires Western Union, services de type monétaire international. Et il faut savoir que les délais sont importants et que les frais sont exorbitants. Donc il y a tout un marché d'entreprises pour envoyer de l'argent à l'étranger qui avait le monopole jusque-là, qui peut se faire concurrencer efficacement par la crypto-monnaie, qui a justement pas de barrière à l'entrée, des frais pour certaines très faibles et de manière décentralisée, résistance à la censure. On va pouvoir toucher aussi tout ce qui est reprendre possession de son argent. Donc là encore, c'est des thématiques qui sont pas trop abordées parce qu'on se dit l'argent à la banque, personne ne peut y toucher. C'est pas vrai. Il y a des limitations, on peut imposer des restrictions. Essayez de sortir 5 000 € en liquide de votre banque ou essayez de les déposer, on vous posera des questions, on vous fera remplir des papiers. C'est pas si vite que ça. Et tout l'aspect décentralisé et résistance à la censure, ça va être aussi très important pour tout ce qui va être vie privée, protection de l'anonymité, de la vie privée. On a le droit de pas donner toutes nos données privées comme ça à tout le monde parce qu'on a rien à cacher pour la plupart des gens, mais on sait pas comment ça peut être utilisé, on sait pas ce qui peut venir dans le futur. Donc protéger sa vie privée, c'est pas un luxe, mais ça va être quelque chose qui va être nécessaire tout simplement. Et à mon avis, trop peu de personnes s'intéressent à ces thématiques que la crypto-monnaie permet de résoudre. Alors pas tous les projets, mais il y en a certains qui sont très focus là-dessus. Et aussi l'aspect immutabilité, c'est un des seuls avantages de la blockchain comme base de données. Donc c'est pas efficace en termes de coût de maintien, de volume de transactions, de rapidité. Un des gros avantages. Mais par contre, ça a l'avantage d'être beaucoup plus résistant à la censure que les bases de données centralisées. Donc le fait que ça soit accessible à tous, décentralisé et résistance à la censure, ça met quand même énormément de valeur. Et ça, c'est un peu intangible pour l'instant, parce que la plupart des gens ne voient pas le valeur dans tout ça, parce qu'ils n'ont peut-être pas été sensibilisés à tous ces thèmes-là, ou que ça les intéresse pas, ou qu'ils n'ont pas envie de s'y intéresser. Mais ça n'en reste pas moins important. Et quelle valeur on met sur tous ces thèmes-là, ces possibilités-là, qui n'existaient pas auparavant et qui seront amenées aussi à se développer dans le futur. C'est assez difficile, mais moi en tout cas j'y vois beaucoup de valeur et j'espère que vous conviendrez que c'est quand même des bonnes raisons d'investir dans la crypto-monnaie, au moins en partie. C'est peut-être pas même forcément pour faire d'argent, mais pour avoir accès à ces outils, à ces possibilités et profiter de ces opportunités qui sont liées mais qui n'ont pas forcément que l'aspect financier en tête, quoi.
Et enfin, dernière thématique que je voulais aborder, un petit peu dans la ligne aussi de pas forcément y aller que pour faire beaucoup d'argent rapidement, mais peut-être tester et répondre à la question aussi, est-ce que ça vaut le coup si j'investis un petit peu, est-ce que si j'investis 100 € par mois ou même peut-être moins, juste pour tester, est-ce que ça vaut le coup? Donc je vais essayer d'amener quelques pistes de réflexion dans ce sens-là. Donc il faut pas oublier qu'on est sur une classe d'actifs qui est pas encore totalement engloutie, totalement envahie par les acteurs traditionnels. Donc il y en a encore qui peuvent pas trop investir directement, donc ils sont obligés de se contenter d'entreprises, de fonds indexés. Je pense aux produits proposés par Grayscale, mais il y a encore des fonds de pension qui n'ont pas le droit de toucher à ces cryptos-là. Donc il y a toute une partie pour l'instant des acteurs traditionnels qui n'ont pas accès directement à la crypto-monnaie ou qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas ou qui s'y intéressent tout simplement pas. Et ça permet du coup d'avoir accès à des véhicules d'investissement, des actifs, des possibilités d'investissement qui sont encore à des prix faibles par rapport à toute la valeur que ça peut apporter, comme on l'a vu aussi précédemment, et qui n'ont pas des gros premiums. Parce que c'est vrai qu'on en discutait aussi avec Thibaut l'autre jour sur la chaîne. Quand on n'est pas forcément avec un gros pouvoir d'achat, avec un gros capital de départ, et qu'on veut se constituer un portefeuille d'investissement, et qu'on est aussi, pourquoi pas, plutôt jeune, et qu'on regarde les opportunités, il y a quoi? Il y a l'immobilier, mais là, les prix n'arrêtent pas d'augmenter, il y a des gros premiums. Prendre beaucoup de dettes, c'est pas forcément une bonne idée avec la conjoncture actuelle. Les actions, obligations d'État, déjà, il y a le problème de la rentabilité avec l'inflation qui arrive, mais il y a aussi le fait que ça soit, pour le coup, très investi pour les acteurs traditionnels, et du coup, il y a des gros premiums. Si tu veux acheter des actions de grande qualité avec une prévision de croissance importante, le marché a déjà mis un premium dessus, hein, donc tu vas payer plein pot, et du coup il reste pas beaucoup de secteurs d'activité. Pareil, les commodities, les métaux précieux, c'est des choses, ça peut être intéressant, mais il faut déjà s'y connaître. Et tout ce qui va être métaux précieux, c'est plus pour conserver son pouvoir d'achat que l'augmenter. Donc au final, t'as pas tant d'options que ça pour te créer un portefeuille avec un prix correct et avec des vraies performances qui te permettent d'augmenter ton capital. Et donc au final, t'as pas forcément tant de possibilités que ça pour te constituer un portefeuille qui soit rentable, avec un coût acceptable et qui offre aussi une protection contre l'inflation. Donc c'est un point important qu'il faut avoir en tête. On dit pas qu'il faut aller all-in en crypto, mais en avoir dans une partie de son portefeuille, je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, d'investir un tout petit peu, ça permet déjà de se familiariser avec l'écosystème pour pas louper le train et commencer à accumuler des connaissances, justement apprendre petit à petit, voir si c'est pour nous, pour éventuellement sauter le pas et aller plus loin par la suite, hein, mais juste tester avec un petit peu d'argent. Il n'y aura pas la même charge émotionnelle et les mêmes biais cognitifs que si on rentre directement avec tout l'argent qu'on a, où là on va pas prendre petit à petit et sereinement, et ça va être 100% dans l'émotion et rien à la tête, quoi. C'est comme si tu te lançais dans l'investissement immobilier et qu'au lieu d'acheter, comme la plupart des gens, et de manière très correcte le font, achètent un petit studio, un petit appart, pour commencer à voir comment ça se passe, en fonction des possibilités financières aussi qu'ils ont. On commence pas directement par un immeuble de rapport en maxant sa capacité d'emprunt, parce que si tu te trompes, c'est la catastrophe, et ça peut avoir des conséquences financières énormes en prenant beaucoup trop de risques dès le départ, et pas apprendre à piloter et aller directement droit dans le mur, quoi. Et enfin, le dernier point qui est lié avec celui-là, que je voulais aborder, c'est l'apprentissage, les possibilités d'apprentissage du monde financier, de tes émotions, de comment gérer son argent qu'offre la crypto-monnaie. Donc ça va être un apprentissage accéléré, tu vas avoir beaucoup plus d'événements de marché, beaucoup plus rapide que dans toutes les autres classes d'investissement. Le taux de compression, je sais pas exactement, mais bon, il y a des personnes qui estiment qu'il y a une semaine dans le marché de la crypto-monnaie, ça équivaut à une année dans les marchés traditionnels. Je sais pas si c'est exact, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un ordre de grandeur qui est assez important. Et avec la crypto-monnaie qui est ouverte 24 sur 24, encore une fois sans barrière d'entrée, sans forcément de somme initiale ou de somme minimum à investir. Les marchés traditionnels, c'est ouvert du lundi au vendredi, ça dépend les fuseaux horaires, mais c'est pas ouvert toute la journée non plus, hein. C'est le lundi matin et ça ferme le soir, pas si tard que ça. Donc il y a tout un pan de la soirée, de la nuit où c'est pas ouvert, et le week-end c'est fermé. La crypto-monnaie, c'est H24. Ça tourne tout le temps, donc du coup, même en n'ayant pas investi beaucoup
et en s'y intéressant depuis pas longtemps, tu peux quand même apprendre pas mal de choses sur justement qu'est-ce que ça fait de se prendre un mois 90% dans la tête, qu'est-ce que ça fait de prendre 20% une journée, est-ce que si je gagne un peu d'argent, est-ce que je suis capable de le gérer, et du coup extrapoler aussi avec des sommes plus importantes et et commencer à avoir un petit feeling et une impression et une première expérience concrète de ce que ça peut être d'investir concrètement ou d'aller de plus en profondeur dans cet écosystème dans tous les cas. On arrive à la fin de cette vidéo, donc une liste non exhaustive encore une fois des raisons pour lesquelles il peut être intéressant d'investir ou tout du moins de s'intéresser à la crypto-monnaie. Si j'en ai oublié ou s'il y en a qui vous tiennent particulièrement à cœur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un like si c'est du contenu qui vous plaît, qui vous a plu. Et je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers mon ebook. Donc pour ceux qui veulent se lancer après toutes ces bonnes raisons dans l'investissement dans la crypto-monnaie, qui veulent avoir les bases, quelques notions, donc n'hésitez pas à le télécharger. Pour ma part, je vous laisse et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt.